Mesdames, Messieurs, ceci est un voyage dans le temps. Et notre machine à remonter le temps est la maison Sassi elle-même. Une maison qui existe depuis des siècles, construite sur un site qui témoigne d'une histoire millénaire, qui reflète l'histoire et de la famille, et de la ville, et du Liban. Une histoire et une maison qui a connu et les heures de joie et les malheurs de la ville et du Liban, et qui reflète, de par l'action de Sassi, l'esprit si déterminé des Libanais à reconstruire leur pays et à redynamiser la culture dans leur pays. Ce soir, je vous invite à découvrir l'histoire de Saïda, mais à travers le prisme de la maison Sassi. Je m'appelle Charles Haïk. Je suis instructeur d'histoire et j'ai fondé, il y a 3 ans, une des premières pages libanaises sur les réseaux sociaux dédiée à l'histoire et au patrimoine libanais, Heritage and Roots, Turath wa Juzur. Et j'ai le plaisir de travailler sur une histoire de la maison Sassi. La ville de Saïda est une des plus anciennes au monde et au Liban. Les archéologues ont découvert, pas loin du noyau historique, sur un site qui s'appelle Dakermen, des vestiges d'un village qui remonte au bronze et même un peu plus ancien. C'est une ville qui existe en tant qu'espace urbain depuis le 4e millénaire, mais qui va, à partir du 11e siècle avant la naissance du Christ, apparaître comme un des 4 royaumes phéniciens qui vont dominer l'est de la Méditerranée et le commerce dans la Méditerranée pendant presque un millénaire. Du nord jusqu'au sud, le royaume d'Arwad, dont le centre était l'île d'Arwad en Syrie, le royaume de Jbel au Liban, le royaume de Saïda au Liban et le royaume de Sour aussi au Liban. Ils contrôlaient tout cet espace côtier entre la Syrie, le Liban et la Palestine. Saïda et Sour ont connu une histoire assez particulière. C'était parfois un royaume unifié et parfois 2 royaumes rivaux. Ces villes phéniciennes commercent intensément avec l'Égypte ancienne, avec la Mésopotamie, avec l'espace égéen, l'espace de la Grèce antique. Ces Phéniciens commercent surtout, comme vous le savez peut-être, le bois de cèdre, le bois des conifères et le bois des forêts massives que le Liban portait dans le temps était le produit essentiel. C'est ce qu'on nous dit. Les archéologues, depuis un certain temps, ont découvert que aussi l'espace reconnu comme étant phénicien était un centre intense de production d'huile d'olive et de vin. Pourquoi? Les grandes armées des empires qui entouraient les Phéniciens payaient leurs soldats en vin et en huile d'olive. Donc, en produisant en grande quantité l'huile d'olive et le vin, les Phéniciens avaient une rentrée d'argent encore davantage. Saïda était surtout connue pour sa production de verre soufflé. N'oubliez pas, le verre soufflé est une invention phénicienne. C'est en soufflant le verre que les Phéniciens ont démocratisé la production du verre et l'ont transformé en une denrée, en un produit, si on ose le dire, plus démocratique. Saïda était connu pour la qualité de son verre soufflé et la qualité de sa pourpre, la couleur des rois. Les Phéniciens ont en fait contrôlé pendant des siècles le secret de la production et le monopole. Une couleur si chère qu'elle est devenue synonyme de royauté. En fait, la recette est plus ou moins compliquée. La couleur est extraite d'un mollusque marin, le murex. Et il fallait faire la collecte du murex en mai. C'est la période de la fécondation des murex. Et c'est une des raisons pourquoi le murex a presque disparu. L'intensité de la production de la pourpre à Saïda est toujours visible. Si vous vous baladez du côté de la maison Salah, elle est construite
en fait sur le sommet d'une colline artificielle à Saïda, qui remonte à l'époque phénicienne et qui est faite des débris de ces mollusques qu'on a concassés, qu'on a broyés pour extraire un jus qui sentait très mal, c'est ce que les sources historiques nous disent, et les faire bouillir pendant des jours et ajouter parfois du vinaigre et les laisser dans de grandes vasques dans lesquelles on mettait les textiles qu'on voulait teindre en pourpre. Cette couleur très compliquée à extraire donc est devenue le symbole de la royauté et à l'époque romaine, c'est devenu la couleur des empereurs. Et quand les Romains se convertissent au christianisme, comme les historiens aiment bien donner des noms différents aux périodes historiques, on les nomme byzantins alors que s'identifier en tant que Romain, chose qui est toujours reflétée dans l'historiographie arabe et dans le nom qu'on donne à la communauté orthodoxe Roum ou à la communauté melkite aussi, les Roum, les Romains. Donc pour les Roum, le pourpre est la couleur impériale par excellence et le prince héritier lui-même de l'Empire porte comme titre Porphyrogenetos, né dans la pourpre. Et Saïda est un des grands centres de production de cette couleur. La ville phénicienne est un royaume prospère. Elle est mentionnée dans les sources de l'Antiquité. Elle est mentionnée comme une des plus importantes villes phéniciennes. Parfois, l'adjectif sidonien est utilisé pour décrire un Phénicien. C'est une ville qui est mentionnée dans la Bible, qui est mentionnée par Homère, et c'est une ville qui aussi va être contrôlée par les différents empires qui se sont succédés dans cette région. Elle est sous influence égyptienne, elle va passer sous le contrôle des Assyriens, des Babyloniens, des Perses qui transforment la ville en un centre maritime important. En fait, la flotte phénicienne de Saïda va devenir la flotte méditerranéenne perse. Les sources historiques et les vestiges historiques nous disent que les Perses construisent un paradisia. Paradisia, ça vous dit quelque chose? C'est l'origine du nom Firdaus, paradis, un jardin impérial avec un palais, un centre pour le gouverneur perse qu'on appelle le satrape. La ville, elle, après les Perses aussi, va passer sous le contrôle d'Alexandre le Grand et ses successeurs, surtout parfois les Ptolémées, parfois les Séleucides. Cette époque hellénistique est très importante pour la ville. C'est une époque où la culture grecque va être adoptée par les élites phéniciennes sur le plan du vêtu, de la langue et de l'art. Et jusqu'à nos jours, si vous passez par Istanbul, la nécropole royale de Saïda, les vestiges découverts, les sarcophages ils ont été découverts à l'époque ottomane, donc ils ont été transportés à Istanbul par Osman Hamdi Bey, une grande figure culturelle ottomane. Ces vestiges, ces sarcophages reflètent à quel point la civilisation hellénistique a été adoptée par les Phéniciens de Saïda. C'est des œuvres d'art exceptionnelles, dont l'œuvre phare est le fameux sarcophage dit d'Alexandre. Il vous suffit de passer par Google pour voir la beauté de ces sarcophages. Après cette époque, donc la ville continue à être prospère, et elle change culturellement de la religion et aussi la religion locale est imprégnée de culture grecque. Un des temples majeurs phéniciens de la ville était dédié à Eshmoun, le saint prince de la ville, un dieu qui est associé avec la santé, la guérison, et qui était vénéré dans un temple gigantesque autour d'une source sacrée, Bestein el-Sheikh actuellement. On sait le nom de la source de par les inscriptions sur les sarcophages phéniciens des rois de Saïda. Elle s'appelait Ain
Yidlil. Et le temple, en fait, des Shmoun, un grand temple avec des cours, avec des bassins où on canalisait l'eau de Aïn Yidlil, la source sacrée. Et il paraît qu'on utilisait cette eau dans les rituels sacrés. Non seulement le temple était un lieu de dévotion, mais il fonctionnait comme un hôpital. Et les archéologues ont découvert au temple de Bust el-Sheikh, au temple des Shmoun, une série de statues d'enfants guéris, dont une présentée, offerte aux dieux par le roi de Saïda lui-même pour la guérison de son fils. C'est des statues en marbre qui représentent des enfants avec leurs animaux domestiques. Il y a une charge émotive assez présente quand on regarde ces statues qui sont actuellement au musée national à Beyrouth. C'est, on se demande pourquoi on offrait des statues en marbre. Gardez à l'esprit qu'on n'a pas de marbre au Liban, donc il fallait importer le marbre, donc ça coûtait très cher. Donc on payait beaucoup d'argent pour offrir une statue d'un enfant qui est guéri par Eshmoun. Vous savez, le récit qui domine, c'est que les Phéniciens offraient leurs enfants en offrande aux dieux. C'est un récit qui a été utilisé longuement pour refléter le caractère barbare et non civilisé des Phéniciens. Mais là, nous avons des vestiges qui nous racontent une autre histoire. Non seulement ces Phéniciens, paraît-il, n'offraient pas leurs enfants aux dieux, n'immolaient pas leurs enfants aux dieux, mais il y avait des temples qui fonctionnaient comme des hôpitaux pour les enfants. Et ils offraient des statues en marbre qui coûtaient très cher au moment où leurs enfants étaient guéris. Donc, des vestiges qui changent l'histoire. Ce temple lui-même va être influencé aussi par l'architecture, le goût, le design hellénistique. Et une des pièces majeures de cette période d'hellénisation, et la tribune des Shmoun. On voit les dieux danser sur ce qui ressemble à une tribune qui dominait un peu une des cours du temple, et vous pouvez aussi la voir au musée national. Cette période a été si bien documentée par les fouilles archéologiques de Dr Claude Doumet-Serhal sur un site qui n'est pas loin de la maison Sossi et qui a montré que là, une activité presque ininterrompue a été présente à Saïda durant des millénaires. Et le site du palais Sassi, du Khan Sassi, occupe un espace qui faisait partie de cette ville phénicienne. Donc là, vous êtes sur un niveau qui remonte à l'époque phénicienne, qui remonte aussi à la préhistoire. Comme vous le savez bien, il est si complexe au Liban de prendre un point de départ vu l'ancienneté de l'histoire. Cette ville va connaître aussi l'Empire romain et de par les quelques fouilles au noyau historique, n'oubliez pas, c'est une ville qui a toujours été occupée depuis l'Antiquité. Il y a rarement eu de période où la ville a été désertée. Donc, les fouilles archéologiques, c'est un vrai défi à Saïda. La ville devient une métropole romaine. Elle est une ville qui aussi témoigne des influences culturelles qui circulent dans l'Empire romain. C'est une ville où on a trouvé un Mithra, où Mithra était un dieu d'origine perse qui était surtout vénéré par les soldats romains. Et c'est une ville qui va être témoin des débuts du christianisme. Vous le savez bien, l'Évangile le mentionne clairement que le Christ est passé par Saïda. La tradition veut que la Vierge ait attendu son fils à pas loin de Saïda à Mardouché. Et l'important, c'est que au 1er siècle, aussi les apôtres, Pierre et Paul, vont aussi passer par Saïda. Et Saïda va être une des premières villes à accepter le christianisme. Donc déjà au 2e siècle, après la naissance du Christ,
une communauté chrétienne existe à Saïda. Ce christianisme va se diffuser et à la fin du IVe siècle, il est proclamé religion officielle unique de l'Empire romain et la ville se voit dotée de basiliques, de lieux de culte chrétiens. Et en 551, elle aussi, elle est frappée par le tremblement de terre terrible qui va détruire les villes de la côte est de la Méditerranée, surtout Beyrouth. Mais il paraît que les dégâts à Saïda étaient moindres que ceux de Beyrouth. Et une décision prise par les autorités romaines ou byzantines à l'époque, donc c'est la continuité des Romains, c'est l'Empire romain d'Orient, que les historiens appellent byzantin, mais les Byzantins eux-mêmes, comme je l'ai dit, s'identifiaient uniquement comme romains, comme Roum. Les autorités prennent la décision, en fait, de transférer la fameuse école de droit romain de Beyrouth à Saïda pour que ça fonctionne. Pourquoi cette décision, après une catastrophe naturelle, décider de transférer une école, une institution? La législation est un des piliers de la bonne gouvernance romaine, du gouvernement romain. Les magistrats étaient formés pour participer au gouvernement de l'Empire, donc pour ne pas arrêter la roue de fonctionnement de l'État. Les autorités décident de transférer l'école de droit de Beyrouth à Saïda pour que ça fonctionne. La fin le 6e siècle va être un siècle très tragique en Orient. C'est la fin de l'Antiquité, c'est la fin de la période classique. Et elle va prendre fin dans 3 grands événements tragiques. Un, le tremblement de terre, 551, qui va vraiment détruire ces villes. Ces villes, donc, n'oubliez pas, les villes romaines étaient dotées de forums, de bains, de cirques, d'amphithéâtres, d'hippodromes. Le tremblement détruit tout. Deux, la peste de Justinien, qui presque à partir de 540, pendant un siècle, va sévir autour de la Méditerranée Est et va tuer presque le quart de la population. Donc, on a des villes détruites, on a une population réduite. Et à la fin, vers le début du 7e siècle, c'est le début de la guerre perse et byzantine, la dernière guerre entre ses ennemis traditionnels, et qui va presque durer 20 ans. Une guerre qui va épuiser les deux empires, qui va vider les caisses de deux États qui sont déjà touchés par la peste, et une guerre qui va préparer la région à un grand changement culturel, politique, linguistique, l'avènement de l'islam. Entre 634 et 640, les deux grands empires byzantins et perses, épuisés de par leur longue guerre, malgré la victoire des Byzantins, une victoire qu'on célèbre toujours, Eid al-Salib, la fête de la croix, reflète un des événements de cette guerre entre les Perses et les Byzantins. C'est quand les Byzantins ont repris le contrôle de la Sainte Croix qui a été déplacée par les Perses en trophée de guerre de Jérusalem à Ctésiphon, Al-Madain, l'Aïra, et c'est la capitale, c'était la capitale de l'Empire perse sassanide. L'empereur Héraclius remet la croix au Saint-Sépulcre, et c'est une des raisons pourquoi on vénère et on célèbre la fête de la croix. Donc, épuisés par leur longue guerre, ces deux empires ne peuvent plus faire face à l'expansion arabo-musulmane, et entre 634 et 640, ces deux empires perdent le contrôle du Levant. L'Empire byzantin réussit à garder son noyau autour de l'Anatolie et des Balkans, mais l'Empire perse est complètement submergé. De par les sources historiques, on a rarement pour notre région, pour ce qui est maintenant le Liban, la Syrie et la Palestine, on a des sources d'une transition plus ou moins paisible du pouvoir entre
les Byzantins et le Khulafa al-Rashidoun et par la suite les Omeyyades. La première ville qui est placée sous le contrôle arabo-musulman au Liban est Baalbek en 634 et par la suite on retrouve des récits des premiers historiens arabes qu'on appelle Futuh al-Buldan, la conquête graduelle. Et à Saïda, chose très importante, c'est que les Sahaba, les compagnons du prophète, ont participé à la conquête de Saïda. Et deux des Sahaba du prophète sont enterrés et vénérés à Saïda, Abu Ruh al-Kila'i et Sharhabil ben Hasma. Et leurs mausolées, leurs maqams sont toujours des lieux de dévotion populaire qui aussi lient la ville au début de l'islam. Dans cet espace contrôlé par les Omeyyades, surtout la première dynastie arabo-musulmane, la Méditerranée se transforme en espace de conflit. Donc les routes commerciales se replient vers l'intérieur et c'est la période des grandes villes caravanières. Et c'est une période où, pendant la période omeyyade, les villes de la côte méditerranéenne vont être transformées en ribat, en centres fortifiés de combat, surtout contre les Byzantins, qui ont essayé de reprendre le contrôle de la ville. Et les grandes routes commerciales vont passer à l'intérieur, comme à Anjar, au Liban, bien sûr à Damas, la capitale. Et probablement aussi, le site sur lequel est construit le palais Sassi a connu une occupation continue sous cette période. Donc, la ville de Saïda va reprendre graduellement à l'époque abbasside et fatimide son dynamisme commercial. Elle redevient un des ports de l'est de la Méditerranée. Elle produit toujours du verre soufflé et c'est une ville qui va connaître la diffusion à côté du christianisme d'une nouvelle religion, l'islam, et les habitants de Saïda qui probablement parlaient le grec ou l'araméen vont adopter l'arabe comme langue. Et n'oubliez pas qu'à cette période, l'arabe était la langue, une des langues principales du savoir à l'échelle mondiale. En 1095, une nouvelle période s'annonce, c'est la période des croisades. L'Europe de l'Ouest catholique se lance dans un projet, dans un récit de reconquête de la Terre Sainte, et 8 vagues d'invasion militaire en Orient vont transformer un peu le paysage bâti et de la ville et de la région. On appelle ces vagues d'invasion militaire les croisades, même si eux-mêmes, les combattants qui sont venus entre 1095 et 1300 en Orient, s'identifiaient en tant que pèlerins et non pas croisade. Croisade est un nom qui a été donné ultérieurement par les historiens parce que ces combattants avaient une croix sur leurs épaules. Eux-mêmes se considéraient comme des pèlerins qui viennent armés en Terre Sainte, un pèlerinage armé, ça vous dit un peu de la différence de mentalité. Et dans les sources européennes et les sources locales arabo-musulmanes, ils sont appelés francs au Firanja, al-Firanja. Saïda est conquise en 1110. Elle devient une seigneurie du royaume croisé de Jérusalem. Elle est contrôlée par plusieurs familles, dont les Greniers. Elle change de nom. Elle s'appelle Saguet. La, la seigneurie de Saguet va connaître un peu une histoire très mouvementée, les conflits intercroisés, les différentes conquêtes entre croisés et ayyoubites. Elle va changer plusieurs fois de main. Elle tombe en 1187. Elle est conquise par Saladin. En 1197, elle est reprise par les croisés, puis de nouveau par en 1268, elle tombe définitivement
entre les mains du sultan mamelouk Baybars. Mais chose très importante, c'est que la période croisée, on voit toujours des vestiges de la période croisée à Saïda. Deux lieux sont très connus, et le troisième, c'est la maison Sassi. Les deux lieux, c'est surtout le fameux château Al-Atbar, où il y avait déjà une fortification de l'époque fatimide, mais qui est réutilisé par les croisés, et le fameux château de mer construit par Saint-Louis entre 1227 et 1228. Saint-Louis, le roi de France, qui passe au Liban, passe à Saïda et aussi participe à la 7e et à la 8e croisade. Le troisième lieu, si vous vous baladez un peu dans l'espace voûté au Khan, vous allez remarquer deux très grands pans de porte avec des vestiges de fortification. Donc probablement, en essayant de trouver une explication avec Monsieur Daguerre, qui a pris en charge la restauration de ce site, la seule logique derrière l'existence de ces très grands pans de porte, c'est qu'elle faisait partie un peu du système défensif de la ville à l'époque croisade. Donc voilà aussi, de nouveau, la maison témoigne de l'histoire de la ville. Les Mamelouks reprennent contrôle de la ville, et c'est là où, pour la première fois, on peut vraiment retracer les débuts d'une Médina, une Médina arabo-musulmane. Qu'est-ce qu'une Médina? Comme le nom l'indique, c'est une ville. Mais une Médina est caractérisée par une série de monuments et de fonctions qu'on voit ici dans le monde arabo-musulman, et aussi dans l'espace levantin. Donc, c'est une ville qui est caractérisée par une division urbaine. La grande mosquée occupe le centre. Autour de la grande mosquée se trouvent les activités les plus nobles de la ville, l'attarine, les parfumiers, les producteurs de soie, les orfèvres. Et là, en presque cercle concentrique, sans que ça soit vraiment une géométrie, mais une géométrie un peu mentale et olfactive, on éloigne du centre noble de la ville tout ce qui est bruyant et odorant. Donc, à côté, on trouve les menuisiers, on trouve les tisserands, puis on trouve les souks, et au port de la ville, on trouve les souks de denrées alimentaires, et à l'extérieur, on met tout ce qui est très bruyant et qui produit des odeurs désagréables. Cette ville est aussi caractérisée par l'existence de souks, chaque souk ayant une fonction, un souk pour la soie, un souk pour l'or, un souk pour la viande, un souk des poissons, un souk pour le cuivre, un souk pour le verre, et c'est une ville commerçante. Donc il faut penser un peu aux commerçants qui viennent de très loin, parfois de Chine, d'Inde, de France, d'Allemagne. On construit des funduq, ou qu'on connaît actuellement sous une appellation turque, les khans, de grands bâtiments carrés. C'est des espaces construits autour d'une cour. Le premier étage est fait de magasins, et c'est là où il y a les écuries et les étables. Et au second étage, c'est un hôtel, et c'est un hôtel qui a en même temps une banque et un centre de commerce. Les commerçants restent et vendent leurs produits aux commerçants de la ville. Le monument censé avait un khan, avait un espace de magasin, mais c'était un khan, à ce qu'il paraît, privé à la famille. Donc, et aussi, chose particulière, c'est une ville qui est verticale. Donc, l'espace qui est autour des souks est dédié aux activités commerciales et artisanales, et les seconds étages, c'est l'espace de résidence. N'oubliez pas, la côte libanaise, elle est assez étroite, donc il fallait construire en hauteur. Chose particulière, les grandes maisons de ces villes levantines côtières, surtout au Liban, sont caractérisées par l'existence de cours centrales, comme à Damas, comme à Alep, comme au Caire. Mais c'est des cours centrales qui sont
à l'étage et qui sont ouverts en plein air, au ciel. Donc ça, c'est une des particularités. La ville de Saïda aussi est le centre d'une wilaya mamelouk, un centre administratif. Et cette wilaya contrôle aussi le courrier qui part de Damas au Caire. Donc c'est une ville qui va être très dynamique, une ville où on trouve les monuments clés d'une médina, les mosquées historiques, les souks, les hammams, les khans, et probablement l'espace qui est occupé par les maisons Sassi a aussi connu euh, était occupé à l'époque mamelouk. On ne sait pas vraiment s'il y avait un hammam, s'il y avait un hôtel particulier, une maison, un palais à cette époque, mais il y a quelque chose. Et la ville aussi va, la ville va passer en 1516 sous le contrôle ottoman. 1516 est une date clé de l'histoire et du Liban et de Saïda. L'espace levantin passe après la bataille de Marjdabek sous le contrôle des Ottomans et les Ottomans vont gouverner la région pendant 4 siècles jusqu'en 1918. Saïda est au début placée sous en fait, elle est placée dans le cadre de la province de Damas. Il y a les Tisham Shérif. Et par la suite, à partir de la moitié du XVIIe siècle, et à cause des activités d'un prince de la montagne, Fakhr el-Din, qui a joué un rôle clé et dans l'histoire de la ville et l'histoire du Liban, les Ottomans créent la Iyaleti Saïda, une province de Saïda qui contrôle une région qui va de Maameltaine jusqu'en Palestine. À l'époque ottomane, Saïda est une des échelles du Levant, un des ports les plus dynamiques de l'est de la Méditerranée et Fakhr el-Din qui va contrôler en fait la province ottomane de Saïda, Sanjak, Saïda et Beyrouth. C'est le noyau historique de la région qu'il contrôlait, va transformer la ville de Saïda en sa base d'activité pour à la fin, vers 1625, arriver à contrôler une région qui fait 3 fois le Liban moderne, entre la Syrie et la Palestine et le Liban. Saïda devient le centre essentiel du commerce entre l'Est de la Méditerranée et l'Europe de l'Ouest. C'est là où Fakhr el-Din utilise surtout le port de la ville pour exporter ce qu'on appelle le cash crop, essentiel du Mont Liban, la soie, qui, en fait, c'est grâce aux rentrées d'argent de la soie que Fakhr el-Din finance ces guerres d'expansion contre les autres chefs provinciaux, locaux et les gouverneurs ottomans. Un dynamisme assez particulier va, son règne en tant que prince de ce Mont-Liban, même si vraiment il ne s'est jamais identifié comme prince du Mont-Liban, mais il était le gouverneur ottoman de cette région. Une dynamique assez particulière entre les communautés, surtout les Druzes et les Maronites, va par la suite donner naissance à cette idée du Liban. Mais le Saïda qu'on connaît actuellement, de par presque tous ces monuments, est un Saïda qui remonte à cette période du XVIIe siècle. Une période aussi qui va être le témoin à la fin de l'émergence de familles de notables, les Ariens, surtout les Hammoud, les Bey Hammoud, qui, durant l'Empire, durant presque le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle, vont jouer un rôle essentiel dans la gérance de la ville en tant que chef douanier, en tant que secrétaire des wali de la ville, et ce qui va faire de cette famille une famille de notables très présente, une famille aussi qui va euh, euh, redonner à la ville, construire des hammams, des mosquées, des médrassas et construire des palais, dont un est actuellement la propriété des Sassi et des Debbene. Donc ce palais ottoman qui est divisé comme les palais ottomans
de grands espaces, un salamlik, un espace réservé à tout ce qui est public, un haramlik, un espace réservé à tout ce qui est privé. Les Sassi achètent au début du 19e siècle, à l'époque où les Hammoud s'appauvrissaient, le haramlik de leur palais. Les Debeni avaient acheté le salamlik et transforment cette aile du palais Hamoud en, leur, en une maison privée pour cette famille. Et c'est un espace où les familles comme les Sassi et les Debeni au 19e siècle, en fait, apparaissent comme les familles de l'élite, cette nouvelle élite à Saïda qui va jouer un rôle essentiel dans l'économie et la vie culturelle et de la ville et du Liban. Donc, le bâtiment que vous voyez là, la maison, ça c'est le Qasr, ça c'est actuel, et remonte à cette époque ottomane. C'est le haram de la famille Hamoud qui a été acheté par les Sassi, et les Sassi ont remodelé petit à petit la, euh, ont transformé le Saray Hamoud en le Qasr de Sassi. Et il y a beaucoup d'éléments très particuliers qui remontent un peu à cette époque, surtout ces espaces agencés autour de cours intérieures pour profiter et du climat, euh, éviter le soleil. On construit de très grands liwan qui sont orientés vers le nord pour ne pas être exposé au soleil toute la journée. Il y a des travails de marbre assez particuliers, mais aussi c'est une maison qui, à la fin du 19e siècle, va être témoin d'un grand changement, un changement non seulement dans l'architecture, mais un changement dans les modes de pensée et les modes. En 1904, Antoine Sassé tombe follement amoureux d'une Alia Baïda, qui est de Haïfa. À l'époque, la maison Sassé avait toujours sa cour interne. Mais 1904, c'est déjà l'époque où les grandes haras, les grandes maisons de la côte levantine ont adopté la typologie de la maison qu'on appelle le Beit el-Beyrout, et la maison de Beyrouth avec son toit triangulaire en tuiles rouges et ses trois arcades. Et le fait d'avoir une cour interne toujours ouverte à l'espace était vu comme un archaïsme par une société qui s'est modernisée, qui a adopté un peu toute cette modernité ottomane qu'on appelle les tanzimat, très influencée par l'Occident, très influencée par la France. Donc, Alia accepte d'épouser Antoine, mais à une condition. Sa condition, c'est de construire cette fameuse toiture en tuiles rouges pour fermer la cour interne et la transformer en dar, en salon, en halle centrale. L'amour oblige. Antoine construit et inscrit ainsi la maison Sassi dans ce courant architectural qui refaisait un peu un nouveau skyline, une nouvelle façon de voir ces villes et de voir et d'interagir avec l'espace. Donc c'est ainsi que cette maison si particulière est témoin de cette histoire et de la ville et de l'architecture. Mais au 19e siècle, avant cette histoire d'amour, Saïda va graduellement perdre son rôle comme le port principal de cet espace levantin au profit de Beyrouth. Et Beyrouth va hériter, en fait, à partir de 1840, du dynamisme de Saïda. Actuellement, la ville continue à être une ville très importante à l'époque de nos temps. C'est une ville qui a connu beaucoup de problèmes. À l'époque du mandat, elle perd aussi davantage son rôle de grand port. Mais, et durant la guerre, la ville souffre énormément. Et le palais, le Qasr Sassi aussi, est squatté pendant des années et des années. Et ce n'est qu'en à partir des années 2000 que la famille a décidé de reprendre le
le projet de restaurer la maison et de retransformer la maison en un centre culturel dynamique, la Fondation Sassi, une fondation qui œuvre depuis des années sur le plan philanthropique et sur le plan culturel pour redonner à Saïda sa place de ville historique majeure libanaise et ville historique majeure au Proche-Orient. Et actuellement, toutes ces activités témoignent un peu de la volonté de la famille et de la volonté de s'inscrire de nouveau, d'inscrire de nouveau le palais et le Khan Sassi comme un centre culturel dynamique. Donc voilà, ces 40 minutes sont dédiées un peu à une histoire millénaire et pour garder à l'esprit que les pierres parlent et les pierres de la maison Sassi reflètent une histoire millénaire, une histoire qui reflète, explique l'histoire du Liban et à la fin, une histoire qui nous ressemble à tous. Bonne soirée.